Bonjour à tous, aujourd'hui ma factrice préférée a sonné à ma porte et j'ai eu la joie de recevoir un beau carton et comme je sais c'est quelque chose qui vous plaît et puis que je pense que j'ai pas mal de choses à dire sur ce que m'a envoyé mon abonné préféré Gélios. Merci à toi Gélios de m'avoir envoyé tout ça. Je me suis dit que ça serait quand même intéressant une fois de plus de faire un unboxing et de vous montrer ce que j'ai reçu parce que y a des choses à dire, c'est l'occasion et les faire séparer, bon ça aurait pu être sympa, mais je vais revenir sur certaines choses que j'ai dit il y a pas très longtemps et ça va le faire. Alors déjà vous voyez c'est un gros carton avec des choses dedans. Ça on va y revenir plus tard. Alors la belle surprise de ce carton, c'est cette maquette. Il y a beaucoup de choses à dire sur la bataille des planètes alias Gatchaman et ce véhicule qui est donc le G1. Mais c'est un véhicule qui est en fait issu de Gatchaman 2, c'est assez amusant. Ça c'est le God Phoenix, ça n'a rien à voir avec le Phoenix de la première série. On va y revenir, série de la Tatsunoko. J'ai également là un X-Wing et hop là la navette de Quiche Lorraine. Alors, je me répète, mais c'est important. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, mais en ce moment, à Action, il y a de belles affaires à faire sur des objets Star Wars. Il y a du jouet. Il y a aussi des maquettes. Donc, par exemple, ce X-Wing coûte actuellement dans les 7 €. La navette de Kylo Ren est à 12 € et quelques. Vous trouvez aussi le gros TIE Fighter du First Order. C'est sincèrement à ce prix-là, c'est tout à fait acceptable. Malgré les défauts de cette maquette-là, à 12 €, franchement, courez. Ça peut être intéressant. Et du build and play à 7 €, c'est à pas louper. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Vous pouvez voir ce que donne le X-Wing. D'habitude c'est du son et lumière, là c'est que du son, mais sincèrement c'est des maquettes super simples à faire, que vous pouvez retravailler très facilement. Le seul gros défaut c'est qu'il n'y a pas de pilote dedans, mais à 7 € encore une fois ça va quoi, c'est pas comme si vous deviez payer le prix normal qui est à peu près de 25. Donc courez chez Action, vous y trouverez aussi des micro-machines à 99 centimes. Certaines de ces micro-machines, même un petit peu tordues, peuvent être retravaillées et vont me servir moi pour un projet d'attaque de l'étoile noire numéro 2 où je suis en train de travailler sur un faucon, je ne sais plus si je vous l'avais montré, mais un petit faucon si je vous ai montré en fait le diorama de la base rebelle qui est pas terrible. Mais il y avait le petit faucon dedans et j'en ai retravaillé un et ça va être dans un diorama assez sympa. Je vais peut-être enlever le carton ici. Et donc au milieu de tout ça, il y avait même ça. Gélios, tu n'en parlais pas dans ton petit mot, mais ça me permet de vous rappeler que dans les emballages plastiques, vous avez souvent des trucs assez intéressants à récupérer. Il n'y a pas si longtemps que ça, même si on est à la mi-février. Tout le monde a certainement eu des petits chocolats, des petites douceurs comme ça. Et si je me trompe pas, il s'agit en fait d'un boîtier contenant normalement des Ferrero Rocher d'Or. Et il y a plein de choses que vous pourriez faire avec ça. Bon, je vous conseille pas de faire comme moi et d'y mettre des petites pièces plastiques, de faire d'une boîte à rabio, parce que malheureusement c'est assez fragile et ça supporte pas les déplacements. Je l'avais fait une fois pour continuer à travailler sur mon petit Star Destroyer Mirage. Mais voyez, bon déjà, si vous faites attention et si vous le consolidez avec éventuellement en dessous des morceaux de bois qui permettront de tenir tout ça, pas en noir, ça peut vous faire un socle assez sympa. Voilà.
Ça, pensez-y, là c'est parfait pour faire un socle comme ce que je vous ai montré avec Goku et Piccolo en Garage Kit en soft vinyle. Ça peut le faire. Là un peu moins déjà parce que c'est beaucoup plus épais, mais bon, si c'était un peu plus haut, j'aurais dit que ça aurait pu être cool d'y voir peut-être de quoi faire Han Solo dans la carbonite, mais là je rêve complètement. Mais les possibilités sont inouïes puisque de toute façon ce sont des formes géométriques. Là c'est rectangulaire, même si c'est avec des coins arrondis. Il y a plein de choses à faire dessus, et même si à la limite vous n'en voulez que des morceaux parce que c'est transparent, je vous montrerai bientôt, je ferai une vidéo, j'ai préparé tout ça pour vous montrer tout ça, mais il y a moyen de découper là-dedans des morceaux de pièces transparentes qui peuvent être très utiles pour vos projets. Le plastique est un peu épais, mais pas plus épais finalement que les cockpits d'avions qu'on a d'habitude en maquette. Donc il y a plein de choses à faire là-dessus, et donc c'est quelque chose que je recommande de garder tout simplement. Voilà, donc ça on l'a fait. Vous êtes maintenant au courant. Là aussi je vous mettrai le lien pour la vidéo concernant les bonnes affaires à faire chez Action, concernant donc le G1 SP. Alors ça c'est quelque chose qu'on a eu en France en jouet. Je ne savais pas que la maquette existait avec le logo Battle of the Planets, donc Bataille des planètes en français. J'en avais vraiment pas la moindre idée. Merci encore Gélios de m'avoir envoyé ça. La société qui a sorti ça apparemment s'appelle Entex. J'ai essayé de voir à l'intérieur qui avait fait ça au Japon. J'aurais dû faire une petite recherche sur le net, mais bon, je manquais de temps, et puis je me suis dit je vais vous présenter ça rapidement pour ce week-end. Il fait beau et chaud, on va en profiter. Donc Entex, que je connaissais pas, maquette de la deuxième série, pourtant estampillée Battle of the Planets. Pour la petite histoire, Bataille des planètes, c'est en fait la série d'animation Gatchaman de la Tatsunoko du début des années 70, qui est sortie aux États-Unis et en France sous le nom de la Bataille des planètes. Pourquoi ? Parce que avec le succès de la Guerre des Étoiles, les Américains, surtout de la télévision américaine, étaient désireuses d'avoir des programmes de science-fiction le plus rapidement possible. Ça a donné la production un peu faite sur le pouce de Galactica. Ça a donné très rapidement aussi des projets d'adaptation de comics extrêmement connus comme Buck Rogers en 78 ou 79, je ne me rappelle plus. Et donc un beau jour, les Américains se sont dit, tiens, qu'est-ce qu'il y a comme dessin animé japonais qu'on pourrait prendre? Qu'est-ce qui a bien marché ces derniers temps? Bon, il y a un truc qui marchait déjà très bien aux États-Unis et bien avant l'arrivée de Star Wars, si je me rappelle bien. C'était Space Cruiser Yamato, qui avait été renommé au pays de l'oncle Sam en Star Blazers. Donc ça c'était déjà pris. Par contre il y avait une série qui avait beaucoup marché en 1969, peu de temps après d'ailleurs la diffusion au Japon, et qui était du studio Tatsunoko, et qui était la série Speed Racer, qui en japonais s'appelle Mac Go Go Go. Go Go Go, donc j'imagine que c'est un jeu de mots sur le fait que Go ça veut dire 5 en japonais, et Go en anglais ça veut dire y aller, partir, ce qu'on veut, Go quoi. Bref, les Américains se sont donc tournés vers Tatsunoko, ont regardé ce qu'ils pouvaient proposer en série sympathique. Tatsunoko d'ailleurs c'est bizarre parce qu'ils auraient pu se tourner aussi vers Toei, mais donc en 77 ils se sont tournés vers la Tatsunoko, et ils ont pris ce truc qui s'appelait Gatchaman. Il y avait des vaisseaux, il y avait des monstres, il y avait des héros façon comics. Par contre, la série, il y avait un gros défaut, c'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi ils ont pris cette série-là, alors qu'il y a tellement de séries de SF japonaises qui se passent dans l'espace, mais bon. Et ils ont pris cette série, Gatchaman,
qui se passe exclusivement sur Terre. Et Gatchaman, c'est quoi? C'est Science Ninja Team Gatchaman. Donc en fait, ce sont des ninjas du futur, améliorés, sinon génétiquement, sinon avec peut-être des prothèses cybernétiques. Je ne sais sincèrement plus exactement ce qu'il en est. En tout cas, ce sont des jeunes gens qui ont la particularité, la possibilité de revêtir un costume qui rappelle différents oiseaux. Qui sont suffisamment puissants pour faire face à une armée de malfrats qui a été engagée par un hybride qui s'appelle en anglais Zoltar. Zoltar a aussi cette particularité d'être en fait totalement androgyne, c'est-à-dire qu'il a été modifié lui génétiquement par un être venu de l'espace et il est à la fois homme et femme. Et ce fameux Zoltar est donc entouré d'une armée de sbires qui eux sont tout à fait humains, mais qui utilisent des machines et une technologie qui dépasse un peu les terriens et qui donc se prennent des coups de monstres gigantesques mécanisés sur la tronche. Et il y a toujours des trucs à travers le monde qui se font et qui sont du fait de ce fameux Zoltar. Donc ils ont à leur disposition des engins, dont le Phénix, qui tient son nom du fait que quand il part en calorifission, si je me rappelle bien, qui donc va très très vite, prend la forme d'un phénix, donc de cet oiseau de feu légendaire, et donc ils peuvent parcourir le monde. Ils se contentent pas de défendre la veuve et l'orphelin au Japon, et ils vont à travers le monde, et ils sont typiques des jeunes gens du début des années 70, c'est vraiment tout début des années 70. Pantalon pas de def, couleur ridicule, musique, c'est même pas du disco encore, c'est encore avant. C'est très très vieillot, mais c'est une série de la Tatsunoko qui est vraiment légendaire et qui donc a été transformée en Bataille des planètes. Bataille des planètes parce que Star Wars, donc Battle of the Planet, voilà. Il n'y a pas à chercher plus loin. Et du coup, ils ont complètement modifié la série. Et dans la série de la bataille des planètes, ils vont non pas sur Terre, mais sur d'autres planètes. Du coup, il y a des séquences qui ont été refaites par les Américains, où on voit l'espace, quelques points lumineux, un point lumineux qui bouge et qui est supposé être le Phénix. Ils ont rajouté des séquences entières avec 2 robots, parce qu'il fallait des robots façon R2D2. Donc, ils ont mis un Onos 1, qui est un robot chien, et 7 Zark 7 qui est R2D2 mais avec des bras. Ils en ont fait des jouets, etc. Mais voilà, il leur fallait des robots, donc ils ont fait ça. Des fois, il y a les personnages de Gatchaman, donc la force G, n'oublions pas que c'est la force G. La force G qui passe, on voit que les dessins sont totalement différents, c'est animé à la Hanna-Barbera, c'est moche au possible. Et ils ont évidemment rajouté des musiques, changé des musiques, mais les musiques sont vraiment très très chouettes. Elles sont signées d'ailleurs du même compositeur qui a travaillé d'ailleurs chez Hanna-Barbera sur notamment, que je vous dise pas de bêtises, Captain Caverne, très certainement Scooby-Doo, des choses comme ça. Et donc il s'agit de Monsieur Curtin et c'est complété. Il complète en fait ou il remplace les musiques de Monsieur Sakuma qui avait fait les musiques originales. Moi, ce que je retiens de la série, c'est surtout le générique qui est absolument magnifique. C'est que ce soit en français ou en anglais, ce générique il a accompagné ma jeunesse. C'est vraiment voilà. C'était quoi en 79, 80 et c'était juste génial. La série beaucoup moins, avec ses défauts. Même du haut de mes 9-10 ans, je voyais qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Mais reste que c'est resté dans comment dirais-je, dans les shows, les programmes légendaires, qui ont même inspiré de superbes dessins de comment il s'appelle, un auteur de comics, en tout cas d'illustration de comics, qui est très très connu. Alex Ross, voilà. Évidemment, j'ai mis pause au moment où le nom me revenait en tête. Mais Alex Ross a fait des illustrations absolument magnifiques. Et ça fait partie vraiment des programmes japonais qui sont devenus légendaires par le biais
de la série maltraitée par les Américains, ce qui était d'ailleurs totalement habituel chez eux. Et donc c'est là que je ne comprends pas, encore une fois, c'est pourquoi cette maquette est estampillée Battle of the Planets, alors que là on voit très clairement des véhicules qui sont de la deuxième série qui n'apparaît pas dans la bataille des planètes. Ces véhicules et ces histoires-là sont issus de la deuxième série qui a mis très longtemps à sortir au Japon. Elle est sortie, je crois, en 78. Pratiquement, je sais plus si c'est 6 ou 4 ans plus tard après la première série. Ça s'était terminé sur un twist de fou avec la perte d'un des membres de l'équipe. Je crois qu'on voit ça aussi dans Bataille des planètes, mais je suis pas très sûr parce que bon, il y a deux mecs qui sont toujours en train de jouer à celui qui sera le plus mal alpha. Marc et Thierry. Alors Marc c'est le chef, Thierry c'est on va dire le gars un peu solitaire dans son coin et il disparaît, on le laisse pour mort et il reviendrait en fait dans la deuxième série non seulement vivant mais amélioré, cybernétisé ou je sais pas quoi. Il y a d'autres personnages qui apparaissent et une nouvelle menace. Et donc ils ont de nouveaux véhicules avec donc le God Phoenix qui peut vraiment contenir tous les autres véhicules exactement comme dans la première série. Sauf que dans la première série, le véhicule là c'est le véhicule de Mark, appelé Mark. Désolé, je ne me rappelle plus de son nom en japonais. Et donc ce véhicule là, par exemple celui de Mark de la première série, se met à l'avant du Phoenix. Il y a les véhicules de Pipo et de Princesse qui se mettent sur, on va dire, il y a des espèces de, comment dirais-je, de containers qui sont sur le bout des ailes du Phoenix, ils se mettent par là. Il y a un autre véhicule de Thierry qui se met au-dessus du Phoenix et le Phoenix lui-même est piloté par Allumette qui est le gros de l'équipe. Donc on retrouve cette fine équipe avec de nouveaux véhicules, dont celui-là. D'ailleurs, pour la petite histoire, on a eu le Phoenix en jouet en France. Il était petit, mais il était quand même livré avec les petits véhicules qui allaient bien. On a eu le God Phoenix, on a eu tous les véhicules de la seconde série, mais on a eu que le Phoenix tout court de la série originale. On a eu des figurines aussi qui étaient absolument laides, donc j'ai tendance à dire que ces horreurs-là étaient américaines et non pas japonaises. Mais qui sait. Pour moi, c'est des figurines américaines et non seulement elles étaient laides, mais elles étaient très fragiles et écoutez, franchement, la peau du schtroumpf à trouver en 79 quand j'allais à la garderie. Je rêvais d'avoir ces trucs-là, mais les prix étaient juste impossibles à permettre de convaincre les parents d'acheter ces trucs-là, surtout s'il fallait les 5. Ils étaient vendus en séparé, en lot. Voilà, tout le marketing avait suivi. Mais c'était assez étrange, donc ces produits dérivés étaient estampillés Bataille des planètes, même en France, mais sont issus de la seconde série. Donc pour la petite histoire, cette seconde série, on l'a eu quand même, mais bien des années plus tard, je sais plus, c'était fin des années 90, début des années 2000, c'est Saban qui avait déjà commis des atrocités avec Power Rangers et la version internationale de Digimon, dont le seul pays en Europe qui est échappé, c'est l'Allemagne. L'Allemagne a eu la série de la Toei de Digimon avec les vrais noms, les vraies musiques, etc. Mais donc la deuxième saison de la Bataille des planètes est sortie chez Saban, non pas en Bataille des planètes, ni même en Gatchaman, ni même en Gatchaman 2 comme nous on a pu l'avoir en France dans les années 80 en vidéo, chez Jacques Canestrier vidéo. On a eu en fait la Patrouille des Aigles. La Patrouille des Aigles qui était sortie chez Saban. Et ça a été censuré, ça a été maltraité, et ils ont changé les noms, et ils ont changé les musiques, enfin bon. L'horreur complète. Voilà. Donc, quoi qu'il en soit, vous en savez énormément maintenant sur Gatchaman, la Bataille des planètes et la Patrouille des Aigles. Voyons ce qu'il en est pour la maquette. Alors, très peu de pièces, mais je vois d'ici que, très clairement, il s'agit d'un jouet à monter, mais d'un jouet à monter un peu fragile. Il y a apparemment de quoi faire des trucs articulés ou balancer peut-être des missiles ou quoi.
Il y a un truc lié au cockpit, je sais pas ce qu'il en est, c'est peut-être pour bouger les ailes. Je ne comprends pas à quoi ça sert pour l'instant. Par contre, il y a un moteur à friction avec des roulettes à mettre qui n'a rien à voir avec le modèle volant. D'ailleurs, on dirait une Formule 1 avec des ailes. Il y a quand même des trains d'atterrissage. On met donc, on peut l'enlever apparemment, mais on met donc sinon le truc à roulettes. On peut le remplacer par une espèce de moteur avec les trains d'atterrissage, ça c'est une bonne nouvelle. Et il y a un personnage qui m'a l'air d'être un peu limité. Et il y a le laser cannon, je sais sincèrement pas ce que ça peut donner, mais bon, c'est pas très clair, il faudrait que je le lise. Et donc les pièces sont monochromes. Comme beaucoup de maquettes dans les années 60 ou 70, les pilotes des fois semblaient unijambistes, mais en fait, ils sont visibles que d'un côté, donc ils ne sont pas compliqués la vie. Il y a les bras à part, mais les jambes sont presque soudées. Donc là, il y a le truc avec le moteur rétrofriction. Des décalcos, par contre. Bon, alors, ils accusent leur âge, mais je rappelle que donc la bataille des planètes, ça a 40 ans, mais Gatchaman, ça a facilement 45 ans, quoi, minimum. Donc, toujours des pièces monochromes et le moteur. Le moteur, c'est les pièces métalliques et les pneus. Et apparemment, donc, c'est peut-être pour ajouter un moteur, mais je vois pas de moteur électrique ou à friction ni rien. Il y a par contre un engrenage qui permettrait peut-être de le faire, mais j'imagine que le moteur doit être livré à part. Alors ça, c'était typique des maquettes de science-fiction des années 60 et 70 au Japon. Les maquettes coûtaient pas cher, étaient souvent mécanisées, et c'était souvent rajouté avec la possibilité de mettre un circuit électrique dedans. C'était le cas pour les maquettes de Goldorak, de Mazinger, etc. C'est pour ça que les affreuses maquettes qui étaient proposées par Monogram un temps avaient des pieds énormes. C'est parce qu'en fait les pieds étaient en fait l'endroit où on mettait les piles. Et c'était souvent de grosses piles 1,5 volts. Ça permettait en plus de lester les robots en question, et du coup ils étaient mécanisés, ils bougeaient ou ils bougeaient les bras ou quoi. Et là j'imagine que c'est exactement dans la même logique. Dans la même logique, vous aviez aussi une maquette comme ça chez Imai. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que c'est pas du Bandai, ça c'est peut-être du Imai. Il y avait l'aigle de Cosmos 99. Quand je vous le retrouverai, il faudra que je vous montre ça. Mais l'aigle de Cosmos 99 est carrément livré avec des trucs pour le faire rouler. Alors, je pensais tomber sur un truc à présenter sur la grappe, mais c'est carrément sur la pièce. Et donc la maquette d'origine, j'avais vu juste, était bel et bien du Bandai, avec, vous voyez, le logo que nous on associe à Poppy. Et le copyright est en japonais, il n'y a pas de date. C'est dommage, mais voilà, j'avais vu juste, c'était du Bandai, même si ça aurait pu être du Imai. Donc cet aigle de Cosmos 99, en fait, j'ai une réédition où on voit très clairement que le module au milieu, en dessous, il pouvait y avoir des roues. Et donc, en fait, c'est ni plus ni moins qu'un jouet à monter. Et donc, du coup, les proportions, la façon de faire, ou même les détails, ne sont pas au rendez-vous, parce qu'en fait, c'est vraiment fait pour les mômes, ouvertement pour les mômes, pas cher, beaucoup moins cher que les jouets. Et c'était la logique des Japonais de cette période-là. Ça, c'est fait. Donc maintenant, on va parler de ceci, et je vais peut-être changer l'angle de caméra. Alors c'est pour ça aussi que je tenais à vous montrer tout ça d'un coup, parce que ça fait une vidéo un peu longue, mais c'est le week-end, vous avez peut-être un peu le temps. Et puis j'ai beaucoup de choses à dire sur ce qu'il y a là-dedans, et ça aurait fait vraiment bizarre de vous présenter le kit avec ce qu'il y a dedans séparé. Ça n'aurait eu aucun sens. Voilà. Donc, puisqu'on en est déjà à 25 minutes bientôt de vidéo, très rapidement pour tout ça, Gélios m'a envoyé cette maquette de ESCI ERTL. Donc c'est une maquette
de véhicules allemands de la Seconde Guerre mondiale. Je ne sais pas comment ça se prononce, mais on va dire le SD KFZ 10-4. C'est en fait un véhicule qui a un avant qui ressemble à une voiture normale, j'imagine pour la direction, et des chenilles à l'arrière, ce qui est supposé certainement le rendre tout-terrain. Et là, le véhicule visiblement a un canon, peut-être une DCA ou je ne sais quoi à l'arrière. Je ne connais rien à ces trucs-là. Tout ce que je note, c'est que c'est du 1.35, que Gélios m'a filé les 2 maquettes, en fait, il y en a 2 là-dedans, et d'autres pièces, et que tout ce qu'il y a dedans est relativement intéressant, et que ça va me permettre de vous indiquer un petit peu quelle est ma logique de choix dans la gestion de pièces à utiliser dans mes kits bash et dans mes différents projets, ou même d'amélioration de maquettes. Alors déjà, vous voyez que une fois que vous avez terminé une maquette, les boîtes, à moins que vous vouliez vraiment les sauvegarder et les garder dans le meilleur état possible, peuvent servir de boîte à rabio. C'est une bonne chose. Si vous n'utilisez pas, par contre, les décalcomanies, je vous conseille de les mettre dans des petits sachets plastiques pour éviter d'avoir de mauvaises surprises si il y a un problème d'humidité, de l'eau qui tombe ou quoi. Bon là, par exemple, il n'y a pas de problème, mais s'il devait y en avoir, moins de surprises si c'est dans un petit sachet plastique. Moi d'habitude je les mets carrément aussi avec un papier, mais s'il y a de l'humidité sur le papier, ça risque de coller là et vos décalcos, ça va manger quoi. Donc il y a ça que vous pouvez faire. Les notices, vous pouvez éventuellement les garder dans comment dirais-je, dans un classeur avec vous savez, les feuilles transparentes où on peut mettre des papiers là. Mettez ça là-dedans et ça peut toujours être utile pour une autre fois, on sait jamais. Là, je ne sais pas si c'est de la tulle de mariée ou comment dirais-je, de la grille de moustiquaire, mais ça c'est aussi quelque chose qui n'était certainement pas dans la maquette d'origine, mais qui peut servir. Vous voyez, c'est du grillage en nylon, j'imagine, et qui peut servir à faire des grillages, tout simplement, des moteurs, des machins, des bidules. Là, ça n'a rien à voir avec les maquettes, mais bon, là j'imagine que ça doit être un feutre ou quoi. Tout ce qui est forme géométrique de base, c'est à garder, c'est à utiliser. En plus, c'est du plastique. Ça peut servir pour faire un moteur, ça peut servir pour faire un canon, ça peut servir pour faire une fusée, ça peut servir pour quantité de choses. Et en plus de ça, la base ici et là, si je me trompe pas, c'est pas la même taille, c'est pas le même diamètre d'un côté et de l'autre. Donc, ça peut être intéressant. Ici, c'est certainement des trucs de bureau, mais c'est transparent. Et là, j'y vois plein de possibilités de faire des trucs sympas. Alors, pas forcément ici, mais là, par exemple, là, pour moi, ça m'évoque carrément des portes de hangar ou un 144 ou un centième. Pour mes projets d'usine et de hangar, ça sera juste parfait. Mais ça peut servir à quantité de choses. Et on va faire ça tel que ça me vient dans les mains. Là, on a les chenilles des véhicules. Et moi ça m'évoque directement des petites échelles, des moyens de passer d'un niveau à un autre sur des plateformes de science-fiction. Ça me rappelle les formes qu'il y a sur les plateformes et les trucs modulaires qui sont proposés dans les maquettes RoboGear, qui se veulent un peu le pendant Warhammer 40 000 Made in Russia. Donc ça peut servir à ça. De toute façon, même si ça peut servir à détailler des tas de trucs sur des maquettes de SF, hein, ça vous pouvez mettre ça sur un Battlestar Galactica, un Star Destroyer ou quoi, ça peut toujours servir. Le problème par contre, c'est que c'est mou. C'est pas du caoutchouc, mais c'est du plastique mou. Donc à peindre, c'est un peu l'horreur, mais ça aussi, on aura l'occasion d'y revenir. Sinon, ces maquettes-là s'accompagnent de quantité de pièces sur les grappes. Là, en plus, avec ce genre de véhicule, vous avez quantité de roues.
qui sont applicables pour les maquettes de SF en kit bash. Ça, typiquement, c'est le genre de truc que vous pourriez mettre dans les moteurs qui sont pas très fournis en détail. Moi, je pense que ça me permet de peut-être de rajouter des détails sur ce pauvre Star Destroyer de la République qui attend que je travaille dessus. Ça peut être sur des moteurs de Viper, ça peut être pour des gros moteurs, des gros X-Wing de Revell. Enfin, vous voyez, avec les détails qu'il y a là, il y a quantité de choses à faire. Alors évidemment, il y a des choses qu'on peut pas utiliser telles quelles sur une maquette de SF. Hein. Ça encore, ça passe, mais une pelle et un piochet, pas trop. Mais vous voyez, ces petits détails-là, ça peut être les petits détails qui tuent sur votre kit bash. Même là, les phares peuvent être utilisés à quantité de choses. À mettre, je sais pas moi, sur un Zaku ou quoi. Et ça, on les trouve dans quantité de maquettes de Star Wars, même telles quelles. On en voit sur le Faucon Millennium, on en voit sur le AT-AT, on en voit... et c'est pas des jerrycans, mais enfin, c'est des jerrycans, mais sur le modèle qui est détaillé de cette façon-là, c'est pas des jerrycans pour autant. Donc voilà, encore une fois, là, c'est le genre de trucs qui peuvent être utiles à bien des choses. Là, j'en parle même pas, quoi. Ça se peut se mettre directement sur des vaisseaux. Et sinon, il y a les figurines qui, alors lui, on dirait presque qu'il a un chapeau, mais qui peuvent être réutilisées et peut-être améliorées avec des détails ajoutés à la green stuff ou quoi. Il y a peut-être que ça qui, pour l'instant, ne m'inspire pas quoi que ce soit en termes de pièces à réutiliser, mais bon, qui sait. Même les pneus là c'est pas mal parce qu'ils sont en plastique et non pas en caoutchouc, contrairement au plastique mou des chenilles. Ça peut trouver son utilité. D'ailleurs, pour la petite histoire, même si c'est pas ces véhicules là, il y a quantité de trucs de Star Wars qui ont été utilisés avec des maquettes de la Seconde Guerre mondiale à différentes échelles. Mais par exemple, si vous voyez la capsule d'éjection du prop droid de l'Empire contre-attaque, même si on les voit pas du tout, que c'est des petits détails sur l'écran, ces capsules qui sont éjectées d'un Star Destroyer et dont une finit sur la planète Hoth, c'est fait à partir de véhicules allemands qui ont été mis les uns à côté des autres. Il y en a 3 ou 4 je crois, et ça fait un vaisseau spatial. Je me rappelle plus exactement de la référence de l'engin en question, mais c'est pas un tank, c'est un véhicule plus ou moins normal mais blindé, avec une forme très particulière, mais bon. Là, pour l'instant, je vois pas exactement ce que je pourrais faire avec parce que les pièces sont déjà montées, mais bon, si on oublie la partie véhicule ici et qu'on garde que ça, là, je vois bien quantité de choses qui peuvent se faire en vaisseau de Galactica en détail. Hop, je dis des bêtises, hein, mais voilà, ou même comme ça. Il y aurait des choses à faire. Il y a des choses à faire très clairement, mais de toute façon, il y a avec toutes ces pièces-là, toutes les pièces qui sont ici, là, les pièces transparentes, les pièces grises, il y a plein de choses à faire. Tout ce qu'il faut, c'est se dire qu'est-ce qui peut améliorer l'ordinaire de mon kit, notamment, je sais pas moi, au hasard, le Faucon Millennium de Revell au 1.72, quel détail je peux donner. Bah voilà, avec ces maquettes-là, si vous les trouvez pas chères, si vous les trouvez en solderie, si vous les trouvez en vide-grenier, sautez dessus. Plus il y aura de pièces, mieux ce sera, et ça vous permettra d'améliorer l'ordinaire et de faire des jolis kits bash et de rajouter des détails sur vos kits de science-fiction. Et c'est ce qu'on veut, donc c'est encore le mieux pour améliorer ces maquettes, et vous pourrez certainement trouver des choses sympathiques avec l'arrivée du printemps dans les vides-greniers. Faites des vides-greniers, faites des solderies, faites des Emmaüs, faites des dépôts-ventes. Voyez autour de vous s'il n'y a pas des gens qui, comme notre ami Gélios, a des choses dont il ne fera rien et qui voudrait partager avec vous. C'est pas les solutions qui manquent, donc voilà, je compte sur vous pour garder en tête que même ces kits-là,
peuvent servir pour des projets de kits de science-fiction. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette longue présentation vous aura quand même intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. Encore merci à Gélios pour l'envoi de toutes ces jolies maquettes. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et je vous retrouve très très vite pour la présentation de nouvelles maquettes.